Nous avons vu ce sang sur le titre, puis il est venu et nous a attrapés. J'ai peur que ce qu'ils disent soit vrai et que ce soit la vérité. Dans toute ma carrière dans les forces de l'ordre, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Bureau du shérif Barber. Bonjour, je m'appelle Valérie Maythorne et je travaille au Dairy Queen. Je suis la directrice générale là-bas. Une de mes employées était absente à 16 heures cet après-midi. D'accord. Ce n'est pas dans ses habitudes. Elle ne répond pas à son téléphone, ce qui n'est absolument pas dans ses habitudes. Elle répond aussi à son chèque. L'employée disparue est Tina Herman, une mère célibataire de 32 ans. Tina et ses deux enfants, Sarah Ménard, 13 ans, et son frère Cody, 11 ans, vivent à Apple Valley, une communauté bucolique au bord d'un lac niché dans les collines vallonnées du comté de Knox. À la demande de son responsable, un adjoint du shérif du comté de Knox se rend chez Tina sur King Beach Drive pour vérifier qu'elle allait bien. À son arrivée, le pick-up bleu de Tina est dans l'allée, mais lorsqu'il frappe à la porte d'entrée, personne ne répond. L'adjoint jette un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Il ne voit ni n'entend rien de suspect, alors il repart. Le lendemain, Tina ne se présente toujours pas au travail. Cette fois, sa responsable décide de prendre les choses en main. Monsieur l'adjoint Sophia, je peux vous aider. Oui, ici Valérie Maythorne. J'ai appelé hier soir au sujet de la disparition de Tina Herman. Je viens de sortir de chez elle. J'y suis entrée car je m'inquiète beaucoup pour elle. Il y a du sang partout. D'accord. D'accord. Accordez-nous quelques minutes et nous serons sur place. D'accord? Ne rentre pas dans la maison. À leur arrivée chez Tina, les policiers découvrent une scène digne d'un film d'horreur. Il y a du sang dans le salon, dans le couloir, dans l'une des chambres et partout dans la salle de bain. Alors qu'ils poursuivent leur fouille des lieux, les policiers trouvent des sacs de courses dans la cuisine et un véhicule garé dans le garage. Sauf que ce n'est pas le pick-up de Tina, c'est une Jeep. La police vérifie la plaque et découvre qu'elle appartient à la voisine de Tina, Stephanie Sprang, âgée de 41 ans. Les tentatives des agents pour contacter Stéphanie restent vaines. C'est comme si elle, Tina, Sarah et Cody s'étaient volatilisés dans la nature. Face à une maison ensanglantée et 4 disparus, les services du shérif du comté de Knox se mobilisent rapidement. Ils demandent l'aide du bureau d'identification et d'enquête criminelle ainsi que du FBI et organisent rapidement des équipes de recherche pour ratisser la zone. En quelques heures, la nouvelle de la disparition de Tina, Stéphanie, Sarah et Cody se répand comme une traînée de poudre dans le comté de Knox. Les habitants sont choqués et effrayés. Personne n'a de reproche à faire à Tina, à ses enfants ou à Stéphanie. L'idée que quelqu'un puisse leur faire du mal semble impensable. Sans suspect évident ni mobile, les enquêteurs commencent par examiner les deux personnes les plus proches de Tina et Stéphanie, leurs petits amis. Lors de l'interrogatoire, les deux hommes fournissent des alibis, affirmant qu'ils étaient au travail toute la journée et ils nient toute implication dans leur disparition. D'après les entretiens avec leurs employeurs, la police parvient à vérifier qu'ils disent la vérité. Les deux hommes sont mis hors de cause. Cela ramène l'enquête à la case départ, jusqu'à ce que les autorités découvrent un nouvel indice crucial. Dans le garage de Tina, la police trouve un sac de course rempli de plusieurs objets, notamment des sacs poubelles et des bâches. Le reçu se trouve à l'intérieur du sac. Il est daté du 11 novembre avec une heure indiquée à 0h08. Cela signifie que la personne qui a acheté ces articles l'a fait plusieurs heures après que le patron de Tina ait contacté les autorités pour la première fois. Les enquêteurs obtiennent un mandat et récupèrent la vidéo de surveillance du magasin du 11 novembre. Juste après minuit, les caméras capturent un homme en train de prendre des sacs poubelles et des bâches sur les étagères. Il les paie en espèces, puis s'en va. Les caméras du parking montrent l'homme non identifié sortant du magasin et repartant en voiture. Bien que les enquêteurs ne puissent pas distinguer la plaque d'immatriculation de la voiture, ils peuvent voir qu'il s'agit d'une Toyota Yaris argentée. À partir des registres d'immatriculation, les autorités listent tous les propriétaires de Toyota Yaris du comté de Knox. Un par un, ils éliminent tous les noms de la liste jusqu'à ce qu'ils tombent sur un suspect, Matthew Hoffman, âgé de 30 ans. Matthew correspond à la description physique de l'homme filmé et porte la même chemise que sur la vidéosurveillance et la photo de son permis, en plus d'avoir un casier judiciaire. En 2000, ce natif de l'Ohio a été condamné pour cambriolage et incendie criminel au Colorado et a écopé de 8 ans de prison.
Les dossiers montrent qu'après sa libération, il est revenu dans le comté de Knox. Dernièrement, Matthew a encore eu des ennuis. Il a été licencié de son emploi dans une entreprise d'élagage et en octobre dernier, son ex-petite amie a signalé les faits auprès du bureau du shérif du comté de Knox, accusant Matthew de l'avoir étranglé. Finalement, elle a décidé de ne pas porter plainte. La police ne trouve aucun lien entre Matthew et les victimes disparues, mais l'adresse actuelle de Matthew indique qu'il habite à Mount Vernon, à seulement 20 miles du domicile de Tina. Les enquêteurs découvrent un autre élément suspect. La mère de Matthew possède une maison à Apple Valley, à moins d'un demi-mile de la scène du crime. Cela signifie qu'il connaît bien la région, ce qui fait de lui un suspect encore plus probable. Le lendemain matin, des équipes du SWAT investissent simultanément la maison de Matthew à Mount Vernon et celle de sa mère à Apple Valley. À leur grande surprise, lorsqu'ils frappent à la porte de Matthew, il répond. Les agents l'interpellent et il est conduit au bureau du shérif du comté de Knox pour être interrogé. Lorsque les autorités entrent dans la maison de Matthew, elles sont immédiatement frappées par une scène étrange. La pièce près de l'entrée est remplie de feuilles. Dans la cuisine, ils font une découverte encore plus glaçante. Il y a un écureuil décapité dans le congélateur de Matthew. Pendant qu'ils fouillent la maison, les policiers voient des meubles bloquant une porte. Ils déplacent les meubles et ouvrent la porte. Il semble que ce soit l'entrée du sous-sol. À l'intérieur du sous-sol, les agents font une découverte incroyable. Là, sur un tas de feuilles, se trouve Sarah Ménard, âgée de 13 ans. Elle est en vie. Les agents libèrent Sarah et elle est transportée dans un hôpital à proximité pour un examen. À ce stade, même s'ils savent que les chances de les retrouver vivants sont minces, la police doit localiser Tina, Cody et Stéphanie. Nous sommes le dimanche 14 novembre. Et il est environ 8h57. Au bureau du shérif, les enquêteurs vont droit au but avec Matthew. Je pense que tu sais de quoi on veut parler, mais on a besoin de retrouver certaines personnes. Matt? Tu m'entends? Matt, on t'appelle Matt ou Matthew. On va te laisser une minute, mec, si tu as besoin de réfléchir un peu. Dis-nous juste quand tu es prêt. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Nous commencerons où tu veux que nous commencions. Tu veux parler météo? On le fera. Dis-moi où ils sont et je me tais. Les minutes se transforment en heures et Matthew refuse de dire un mot. Nous avons ici deux familles qui traversent l'enfer en ce moment, et c'est toi qui tiens les ficelles. Tu as la possibilité de les aider. Tu as la capacité de les rassurer. Tu as cette capacité de le faire. Nous sommes ici pour te demander de nous aider, ainsi qu'eux. Et au final, cela t'aidera toi-même. Tu redormiras mieux, Matt. Tu redormiras mieux. Mais tu vas devoir assumer ce qui s'est passé ici. Tu vas devoir prendre tes responsabilités pour ce qui s'est passé. Et tu vas devoir nous montrer que tu t'en soucies, que ça t'importe, Matt. Que, honnêtement, t'as vraiment du cœur. Dis-moi ce que tu veux faire. Après presque 3 heures de silence, les détectives lancent un ultimatum à Matthew. Je te donne une dernière chance avant de quitter cette pièce. De me dire où je peux aller récupérer Cody, Tina et tout le reste. Encore une chance. Mais ça ne sert à rien. Un autre enquêteur intervient et tente sa chance. Salut, Matt. Je suis Joe Dix. Je suis agent spécial au bureau d'enquête criminelle. Je suis venu ici juste pour aider ces gars. Et ce matin, depuis qu'ils sont entrés chez vous, j'étais avec Sarah. Je ne sais pas si vous connaissiez son nom, Sarah. Mais j'ai essayé de m'occuper de Sarah, de l'aider à l'hôpital. Faire passer, vous savez, l'examen et tout ce genre de choses. Et, vous savez, on fait tout ce qu'on peut pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, du moins, autant qu'on le sait à ce stade.
Oui, ça va évidemment être un peu difficile pour elle. Vous savez, elle avait des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Mais je lui ai dit que j'allais essayer au moins de parler avec vous et de voir si on pouvait obtenir quelques réponses. Mais Mathieu lui oppose aussi un silence. Tu te rappelles qu'elle t'a demandé ce qui est arrivé à sa mère et son frère? Elle a dit t'avoir déjà demandé plusieurs fois, tu t'en souviens? Je ne sais pas de quoi je parle. Bien que Mathieu ne parle pas, Sarah, elle, parle. À l'hôpital, la jeune fille traumatisée mais courageuse dit aux policiers qu'elle ne sait pas où sont sa mère, son frère ou Stéphanie, ni ce qui leur est arrivé. Sarah dit que lorsqu'elle et son frère Cody sont rentrés de l'école, le 10 novembre, Mathieu les attendait à l'intérieur de la maison. Tu as vu ce sang dans la ville. On s'est dit, oh mon Dieu, puis il est venu et il nous a attrapés. Cody s'est enfui et Sarah a couru dans sa chambre. Mathieu l'a poursuivi et lui a mis un couteau sous la gorge. Il l'a attaché, bandé les yeux et bâillonné, puis forcé à s'allonger face contre terre sur le sol de la cuisine. Terrifiée, Sarah affirme être restée là 1 heure selon son ressenti. Ensuite, Mathieu l'a soulevée, l'a portée jusqu'au garage, l'a mise dans une voiture et est parti. Ils ont finalement atteint la maison de Mathieu. Une fois arrivé, il a emmené Sarah dans son sous-sol, l'a poussée sur un lit de feuilles et l'a laissée là, effrayée dans l'obscurité. Au cours des jours suivants, alors qu'elle restait prisonnière dans son sous-sol, Sarah dit que Mathieu l'a agressée sexuellement et l'a menacée à plusieurs reprises de la tuer si elle essayait de s'échapper. Attachée et terrifiée, elle n'avait pas d'autre choix que de lui obéir. Le lendemain, alors que les recherches pour retrouver Tina, Cody et Stéphanie se poursuivent, les autorités élaborent une nouvelle stratégie d'interrogatoire. Salut Timat! Hier, lorsque Mathieu était en train d'être enregistré au bureau du shérif, il a volontiers discuté avec une adjointe du shérif. Alors ils font venir l'agente du FBI, Kristen Cadu, en espérant qu'elle puisse établir un lien avec Mathieu et le convaincre de parler. Tu veux que j'enlève les menottes pour que tu puisses le mettre? Ou tu veux juste le mettre par-dessus? Tu veux le pantalon? Non, D'accord. Eh bien, ils sont là si jamais tu en veux. d'accord. Je t'ai vu frissonner là-bas et je me suis dit qu'il fait un peu frais ici. C'est moi qui porte un pull alors. Je vois juste la douleur sur ton visage. Comme je l'ai dit, c'est juste un peu... De la douleur partout là. Et tu sembles être seule avec tout ça. D'être... J'aimerais t'aider. Au lieu d'adopter une attitude ferme avec Mathieu, l'agent Cadu fait preuve de calme et de compréhension. Sa stratégie semble porter ses fruits. It's okay. Ça va faire du bien de régler ça. Je sais que c'est le cas pour moi. Je suis fou. Pourquoi tu penses ça? Parce que j'ai dû faire quelque chose de mal. Je ne serais pas ici si ce n'était pas le cas. Waouh, ça peut s'arranger. J'ai même peur de savoir ce qu'il a fait. Tu as peur de me dire ce que tu fais. J'ai même peur de savoir ce que j'ai fait. Ça ne peut que t'aider. Tu ne peux pas surmonter quelque chose que tu ne connais pas. Mathieu décide qu'il préfère être celui qui pose les questions. Alors, as-tu été coach qualité? Oui, je l'ai fait. C'était juste une formation? Oui, j'y suis restée environ 4 mois. C'était nécessaire pour obtenir son diplôme. Pour entrer, tu y es déjà allé? Je parie que tes parents sont fiers. Ils sont fiers de moi. J'espère, en tout cas. Finalement, leur conversation revient sur le crime. Tu sembles très sincère et authentique. Eh bien, Une partie de moi aimerait pouvoir t'aider. Je sais qu'une partie de moi veut juste savoir ce qui s'est passé.
Je crains que ce qu'ils disent soit vrai et que ce soit un monstre. Je pense que tu n'es pas du tout un monstre. Je me soucie des gens. Je ne peux pas. Comment Sarah s'est-elle retrouvée chez toi? Je l'ai entendu. Je l'ai trouvée. À quel point fais-tu attention à elle? Où? Mon sous-sol. Juste au moment où il semble que l'agent Cadu progresse, Matthew se referme à nouveau. Mais l'agent Cadu n'abandonne pas. Ils font une pause et elle essaie une autre approche. Comment tu te sens maintenant? J'ai quelque chose de la part de ta mère pour toi. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est l'écriture de ta maman. Si tu la veux. Lila, Oui, je veux que tu ris. Je peux te dire que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. On m'a dit qu'elle fabrique les voitures lettres qu'elle a inventées. Est-ce que ça change quelque chose pour toi que ta mère soit toujours là? c'est rassurant. Est-ce que ça t'inquiète que ce soit quoi qu'il arrive? Tu as encore peur de ça? Je pense qu'à bien des égards, elle a probablement déjà affronté le pire et elle est toujours prête à te soutenir. Donc, je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter de à quel point c'est vraiment grave et de la façon dont elle va le prendre. Je pense qu'elle va te respecter en tant qu'homme bien plus si tu es honnête et que tu nous permets de ramener les victimes auprès des leurs d'une manière ou d'une autre. Et ça aura tellement plus de valeur. Nous savons qu'ils sont là-bas et qu'ils sont très probablement morts. Cependant, vous pouvez tout de même permettre à la famille de faire son deuil. Nous devons avoir les corps pour que les familles puissent faire leur deuil et que vous puissiez obtenir un meilleur accord dans cette affaire, ce qui est très important pour votre famille et pour votre mère. Pour que vous puissiez être là pour elle. Je crois que cela vous pèse et que vous craignez que si vous nous le dites, ça va vous nuire d'une certaine manière dans l'affaire, alors que c'est exactement le contraire. C'est vraiment exactement le contraire. Je ne m'en souviens pas, je ne peux pas aider. Malgré tous ses efforts, Matthew ne veut rien admettre. Les enquêteurs décident d'en rester là pour aujourd'hui. Et Tom, il a appelé la prison et lui a demandé d'envoyer quelqu'un pour le raccompagner. Non. Tu dois faire un peu d'exercice. 48 heures après que Sarah Maynard a été retrouvée vivante dans le sous-sol de Matthew Hoffman. La police ne sait toujours pas ce qu'il a fait de sa mère, Tina, de son frère Cody et de leur voisine, Stephanie Sprang. Après 2 jours à supporter l'apitoiement sur soi-même de Matthew et ses manœuvres dilatoires, les enquêteurs en ont assez. Ils me disent qu'ils insistent. Les procureurs font pression pour te faire comparaître à une audience, et c'est tout. C'est ta dernière chance de nous parler. Littéralement. Eh bien, Il y a un avocat présent. c'est ce qu'ils essaient d'obtenir. Oui, vous affirmez être prêt à nous parler sans avocat, mais c'est pourtant ce pourquoi ils font pression en ce moment. Donc c'est votre dernière chance en ce moment de nous parler. Je prendrai des décisions pour vous. Oui, ça veut dire littéralement. Alors oubliez ça, si c'est ce que vous pensiez.
Il donne l'impression que c'est ce qui vous laissera libre, mais ça ne vous donnera pas vraiment cette chance. Ce n'est pas dans mon intérêt de parler sans avocat, c'est dans votre intérêt. J'espère qu'on a su instaurer une relation de confiance et que vous savez qu'on ne vous ment pas quand on vous dit que ça vous aidera au bout du compte. Vous devez penser à votre famille et à vous-même et à la façon dont cela va se passer. Ce sont eux que vous devrez affronter à la fin et à la façon dont ils vont vous voir. Votre mère insiste pour que vous fassiez ce qu'il faut et que vous nous disiez simplement où ils sont et elle sera là pour vous. C'est ce qui la rendra fière. Savoir que vous avez été honnête. Et c'est votre dernière chance. Pourtant, Matthew refuse de divulguer plus d'informations. Mais 2 jours plus tard, avec la peine de mort en jeu, il change d'avis. Dans une confession écrite, Matthew avoue avoir planifié le cambriolage de la maison de Tina. Dans la nuit du 9 novembre, il a garé sa voiture près de terrains de baseball et a campé dans les bois en face de la maison de Tina. Le lendemain matin, le 10 novembre, il a observé et attendu jusqu'à être certain que Tina et ses enfants étaient partis pour la journée. Vers 10h30, il est entré dans la maison par le garage. Alors qu'il cherchait argent et bijoux dans la maison, il a entendu le camion de Tina se garer dans l'allée. Il a couru et s'est caché dans l'une des chambres. Lorsque Tina est entrée, tout a dégénéré. Il l'a frappée plusieurs fois à la tête avec une matraque. Soudain, Stephanie Sprang est apparue dans la maison et a commencé à crier sur Matthew. Pris de panique, il a saisi un couteau et a poignardé les 2 femmes à mort. Il a transporté leur corps dans la salle de bain et a commencé à les démembrer, plaçant les parties de leur corps dans des sacs poubelles qu'il a trouvés dans la maison. Avant qu'il ne termine, Sarah et Cody sont arrivés à la maison. En le voyant, ils se sont enfuis. Matthew a attrapé Cody en premier et l'a poignardé à mort. Il a trouvé Sarah cachée dans l'une des chambres, mais il n'a pas pu se résoudre à la tuer, alors il l'a enlevée à la place. Il a transporté Sarah chez lui et l'a laissée dans son sous-sol. Aux alentours de minuit, il s'est rendu au magasin où il a acheté des sacs poubelles et des bâches. Il est ensuite revenu sur la scène du crime pour finir ce qu'il avait commencé. Une fois qu'il eut fini de démembrer les victimes, il a chargé leurs restes dans la Jeep de Stephanie et s'est rendu au Kokosing Wildlife Preserve. Là-bas, il a installé une poulie et caché les corps dans un tronc d'arbre creux. Ensuite, il a ramené la Jeep sur les lieux du crime et l'a garée dans le garage. Il comptait prendre le camion de Tina, chercher de l'essence, revenir et brûler la maison. Mais il y avait un problème avec le camion de Tina, alors il l'a abandonné à proximité et remonté dans sa voiture et est parti. Ce même jour, aidé par la confession écrite de Matthew et une carte dessinée à la main, les autorités se rendent à la réserve naturelle de Kokosing. À l'intérieur d'un arbre creux de 21 mètres de haut, ils récupèrent plusieurs sacs poubelles. À l'intérieur de ces sacs se trouvent les corps de Tina Herman, de son fils Cody Maynard et de leur voisine Stephanie Sprang. Plus tard, lors d'une conférence de presse, le shérif du comté de Knox, David Barber, fait une déclaration. En tant que shérif de ce comté depuis 18 ans, je n'ai jamais connu une affaire aussi importante, aussi grave et aussi tragique. Dans toute ma carrière dans les forces de l'ordre, je n'ai jamais vécu cela. Le soir suivant, les habitants du comté de Knox se réunissent pour organiser une veillée aux chandelles en mémoire des victimes. Le 6 janvier 2011, Matthew Hoffman plaide coupable à plusieurs chefs d'accusation. Il m'a été indiqué que vous souhaitez plaider coupable aux chefs d'accusation 1 et 2 de l'acte d'accusation, des chefs de meurtre aggravé, un crime non classifié. Est-ce exact? Oui. Il m'a aussi été dit que vous vouliez plaider coupable au chef d'accusation numéro 3, soit une accusation supplémentaire de meurtre aggravé, cambriolage lié à ce meurtre selon un autre article, un crime non classifié. Est-ce exact? On m'a aussi dit que vous voulez plaider coupable au chef numéro 4 pour cambriolage aggravé, un crime de 1er degré. Est-ce exact? Oui. Vous voulez plaider coupable au chef d'accusation numéro 5, enlèvement, un crime de 1er degré, c'est bien cela? Oui. Et souhaitez-vous plaider coupable au chef d'accusation numéro 6, viol, un crime de la catégorie la plus grave? Oui. Le juge le condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Plus d'une décennie plus tard, même si justice a été rendue, la brutalité insensée de cette affaire hante encore les habitants du comté de Knox, ainsi que les enquêteurs. Même si elle est aujourd'hui une femme adulte, pour ceux qui se souviennent de cette affaire tragique, Sarah restera toujours la jeune fille qui a survécu à l'impensable.